Bonjour à tous, je suis très content d'être là, de vous voir tous, enfin plus ou moins. Et voilà, donc vous avez lu Le Voyage de Fulmire, qui est un de mes tout derniers romans. Euh, j'ai, je ne sais pas si je reviendrai encore vers le Moyen Âge, c'est vraiment un peu pour moi le dernier roman moyenâgeux que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à le lire. Et voilà, ben, j'attends vos questions sur ce sujet, sur le roman et puis sur d'autres questions si vous avez envie. Qui commence? Bonjour, je m'appelle Maria et ma question c'est comment l'inspiration de cette histoire vous est-elle venue? Ok, donc les sources d'inspiration pour Fulmire, elles sont doubles, il y en a deux. La première, c'est les films de Tarzan, et plus exactement le premier film de Tarzan en noir et blanc que j'ai vu quand j'étais enfant. Et dans ce film, il est question du cimetière des éléphants. C'est un mythe moderne. Les chasseurs blancs pensaient qu'il y avait un cimetière des éléphants où ils pourraient trouver des tonnes d'ivoire, évidemment. Et ça m'avait beaucoup fasciné quand j'avais vu ce film. Et alors la deuxième source d'inspiration, c'est un autre film. C'est d'ailleurs la première fois dans ma vie que les films jouent un tel rôle, ont une telle importance dans mon inspiration. Alors cet autre film, c'est un film d'un grand acteur et réalisateur américain qui s'appelle Clint Eastwood, et ça s'appelle José Wells hors-la-loi. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui est un hors-la-loi, qui est poursuivi parce qu'il a tué des gens, pour se venger parce qu'on avait tué sa famille, et qui devrait ne penser qu'à une chose, c'est à s'échapper. Or, il rencontre des gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin de son aide, et donc il s'en occupe, malgré le fait que ce n'est pas très intelligent, puisque, encore une fois, ce qu'il devrait faire, c'est s'enfuir. Et alors vous voyez que ces deux films m'ont apporté les deux idées essentielles du roman. La première, avec le cimetière des éléphants, eh bien, c'est l'idée du cimetière des nains vers lequel Fulmire se rend pour aller mourir. C'était la même idée dans le Tarzan pour les éléphants. Et la deuxième idée, le deuxième film, c'est l'idée de quelqu'un qui a quelque chose à faire, qui devrait ne s'occuper que de ça, et puis qui est obligé eh bien, de prendre soin, de protéger des gens, et qui est empêché de faire ce qu'il devrait. Dans le cas du film de Clint Eastwood, c'est s'enfuir, et évidemment, dans le cas du Voyage de Fulmire, c'est aller mourir dans le cimetière des nains. Donc vous voyez comment deux films que j'ai vus à deux époques différentes de ma vie ont inspiré ce roman. Pourquoi Fulmire, il veut à tout prix aller jusqu'au cimetière des nains et pas autre part? Mais ça, c'est la tradition de son peuple. C'est là qu'on va mourir quand on est un nain. Je dirais qu'il n'y a pas trop le choix. C'est quelque chose qu'on lui a enseigné quand il était petit, qu'il a toujours su, et en plus qu'il sent dans son corps véritablement. Il y a quelque chose d'un peu fantastique dans ce livre. Hein. Il est véritablement appelé, comme s'il était du métal qui est qui est attiré par un aimant. Eh bien, la montagne l'attire. Donc c'est presque en dehors de sa volonté, si tu veux. C'est vraiment quelque chose qui se passe pour tous les nains. Alors ça, il faut évidemment accepter qu'on est dans un univers fantastique où il y a des choses qui se passent et qui sont d'ordre surnaturel, si tu veux. Mais enfin, il y a ces deux choses. La tradition d'une part, et puis le sentiment intime d'être attiré vers le cimetière de son peuple. Ok, merci. Bonjour, j'avais une question, je m'appelle Yanis. Ma question c'est pourquoi avez-vous choisi le prénom Fulmire? Pourquoi? Je voulais un prénom qui ait une consonance un peu moyenâgeuse. Je voulais aussi que ce soit un prénom simple. Quand je choisis les prénoms de mes personnages principaux, j'essaye que ce soit facile à retenir, si tu veux. 2 syllabes, 3 syllabes maximum. Et puis il faut que ça me plaise personnellement. Et alors je cherche un petit peu. Quand il s'agit d'un prénom inventé, parce qu'ici ce n'est pas un prénom qui existe, eh bien je cherche un peu dans ma tête, je fais des listes, et puis il y en a souvent un qui ressort, qui me plaît plus que les autres,
et je le choisis. Mais c'est un prénom inventé. Les autres prénoms du roman, enfin en tout cas une partie d'entre eux, ce sont des prénoms du Moyen-Âge. Alors là c'est différent, je fais des recherches. Je vais voir des listes de prénoms du Moyen-Âge et je choisis ceux qui me plaisent. Ici c'est vraiment purement inventé. Bonjour, j'aurais une question. Je m'appelle Naufen. Pourquoi avez-vous choisi comme personnage un nain? Ben, il fallait un personnage qui ne soit pas un humain, puisqu'il fallait que ça marche avec cette idée d'aller mourir dans une grotte avec les personnes de son peuple. Il fallait quelque chose de fantastique, je l'ai dit tout à l'heure, dans cet appel qui devait être ressenti intimement. Donc, je trouvais que ça ne pouvait pas marcher avec un personnage humain. Les humains meurent généralement chez eux ou sur le champ de bataille, on les met dans des cimetières. Ici, c'était une autre tradition et donc il me fallait un personnage qui ne soit pas un humain. Alors pourquoi j'ai choisi un nain? Eh bien, c'est parce que dans la mythologie scandinave, aussi chez Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, les nains sont associés à la montagne, sont associés à la pierre. C'est un peuple qui creuse la pierre, qui creuse des galeries, qui creuse parfois des villes. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a des villes qui sont vraiment des villes à l'intérieur de la montagne. Donc ça m'a paru assez évident que ça devait être un nain. Bonjour, je m'appelle Maïssa et ma question c'est combien de temps ça a pris pour écrire ce livre? Alors je suis jamais tout à fait sûr de ça parce que je ne marque pas, tu sais, chaque jour de travail dans mon agenda. Il faut savoir qu'il y a des moments où on réfléchit, même avant de commencer à écrire, et c'est déjà du travail quelque part. Hein, quand tu commences à réfléchir à un roman futur, tu prends des notes. Dans le cas d'un roman qui se passe au Moyen-Âge, même si c'est un Moyen-Âge imaginaire, je fais des recherches sur les armes, sur toutes sortes de choses, sur la nourriture. Donc tout ça, c'est du temps de travail et c'est difficile à évaluer. Mais comme ça, à vue de nez, je dirais que c'est un travail de 5 ou 6 mois pour écrire un roman comme ça. Il y a les corrections aussi, il ne faut pas oublier ça. Il y a ce qui vient après, quand on a terminé son texte, on le revoit, on le relit. C'est du temps aussi, ça. Je m'appelle Oumar, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous lu ou reçu des critiques? Pour ce livre-là, j'ai reçu des remarques, des suggestions quand j'ai fait lire mon manuscrit autour de moi, à mon éditeur. C'est toujours le cas. Quand j'ai terminé un texte, je le fais lire par mes fils, par mon épouse, par un ou deux amis ou amis qui sont des bons lecteurs. Et tous ces gens me font des critiques, me font des remarques qui m'amènent à changer des choses, à corriger, à clarifier. Et ensuite, il y a mon éditrice qui me fait des remarques aussi. Alors, tu parlais peut-être des critiques dans les journaux, sur des forums et des choses comme ça. Ça, il y en a eu aussi, bien sûr. Il y en a toujours. Quand un livre sort, il y a des réactions. Et pour ce livre, elles ont été plutôt bonnes, les réactions. Je n'ai pas eu de mauvaises critiques. En tout cas, je ne suis pas tombé personnellement sur l'une ou l'autre mauvaise critique. C'est un livre qui a plutôt été bien reçu. Moi, ma question, c'est quand vous avez écrit le livre, pensez-vous qu'il allait plaire? Quand j'écris un livre, j'espère toujours qu'il va plaire, mais je ne suis jamais sûr du fait qu'il va plaire ou non. Il y a des livres que j'écris ou que je dessine, et quand j'ai terminé, j'ai vraiment l'impression que ça va très bien marcher, que le public va acheter ce livre, et en fait je me trompe. Je vais te montrer un exemple d'un livre que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un livre qui s'appelle « 3 histoires de Jojo de la jungle ». Quand j'ai fait ces histoires, j'étais vraiment très confiant. Je pensais que ça marcherait beaucoup. Alors ça a eu un succès d'estime. Beaucoup de gens aiment bien ce livre parmi mes collègues auteurs, parmi les libraires, etc. Mais il ne s'est pas bien vendu. Donc là, je m'étais trompé. Parfois, je fais moyennement confiance à un livre
celui-ci par exemple, qui s'appelle Thor et les gnomes. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire, mais quand j'ai eu fini, je me disais, je n'étais pas très sûr que ça marcherait bien. Eh bien là, au contraire, c'est un livre qui s'est très très bien vendu et qui a eu beaucoup de succès. Tout ça pour t'expliquer qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer pour un livre. Est-ce qu'il va avoir du succès ou pas? Généralement, enfin je ne me trompe pas toujours, hein, mais souvent je me suis trompé. Donc on espère bien sûr que ça va plaire, on espère que ça va plaire à beaucoup de lecteurs, mais on ne peut pas le savoir. Quel est votre livre préféré? Alors tu parles des livres que j'ai écrits moi-même ou bien des livres en général? Que vous avez écrit? Alors mon livre, je ne l'ai pas ici, mais le livre que je préfère parmi tous ceux que j'ai écrits, c'est un roman qui s'appelle Ramulf, qui est un roman qui se passe au Moyen-Âge. C'est le plus gros roman que j'ai jamais écrit. Il fait 600 pages, je crois, un peu plus, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je le préfère, c'est celui que j'ai préféré écrire, qui m'a donné le plus de plaisir à écrire et dont je suis le plus fier parmi tous ceux que j'ai écrits. Donc ça s'appelle Ramulf, ça se passe dans un Moyen-Âge imaginaire, un peu comme Fulmire. Je m'appelle Salahedine et ma question c'est est-ce vous qui avez réalisé les illustrations? Oui, c'est moi qui ai réalisé les illustrations. Comme je suis à la fois illustrateur et romancier, en général, je fais les deux, et même toujours. Il y a un seul cas où ce n'est pas moi qui ai dessiné, c'est dans l'adaptation en bande dessinée de ma série Björn le Morphir. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a fait les dessins, mais sinon, c'est toujours moi qui dessine. Alors, j'interromps une seconde pour montrer le roman dont je parlais tout à l'heure. Hein, une élève m'avait posé la question de savoir quel était mon livre préféré parmi ceux que j'ai écrits. Voilà, je peux le montrer maintenant parce qu'on vient de gentiment me le passer. Donc voilà, comme ça, vous voyez. Et alors, puisque tu es sur les illustrations, eh bien voilà, j'en ai apporté plusieurs qui sont les illustrations originales donc, du voyage de Fulmire. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'illustrer mes romans. Quand j'ai terminé d'écrire, parce que je ne fais jamais les dessins pendant que j'écris, c'est toujours après quand il s'agit d'un roman, c'est vraiment une espèce de récréation ou plutôt même de récompense. Je prends énormément de plaisir à illustrer mes propres romans et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Il y a d'autres dessinateurs qui pourraient le faire aussi bien sinon mieux, mais jusqu'à présent je n'ai jamais voulu laisser quelqu'un d'autre se charger des illustrations parce que j'y trouve un énorme plaisir. Combien de livres avez-vous écrit? J'ai publié 36 livres à peu près, mais ce sont des livres très différents. Il y a des romans pour les jeunes lecteurs, comme celui que j'ai montré tout à l'heure, que je vous remontre ici, qui s'appelle Thor et les gnomes. Il y a des romans pour les plus grands. Le plus connu, c'est celui-ci, qui s'appelle Björn le Morphir. J'ai fait, j'en ai déjà montré un, je le remontre, pas mal d'albums illustrés. J'ai écrit par exemple un livre de souvenirs sur tous les animaux que j'ai eus dans ma vie quand j'étais enfant et adolescent avec mes parents et ma sœur, parce qu'on a eu plein d'animaux, non seulement des chats et des chiens, mais aussi des furets, des chèvres, on avait des terrariums, des aquariums avec des serpents, des poissons exotiques, et puis pendant plus de 15 ans, on a eu des singes, des ouistiti, qui ont vécu chez nous, qui ont fait des petits chez nous, enfin bref, c'est un livre autobiographique. C'est comme ça qu'on dit quand un auteur écrit sur sa propre vie. Et il y a encore d'autres livres. J'ai écrit un livre pour les adultes très récemment, je vous le montre ici, un roman qui s'appelle Le Cercle. Donc j'ai une bibliographie, c'est-à-dire tous les livres que j'ai écrits sont assez différents. Mais si je fais le compte de l'ensemble des livres que j'ai publiés, il y en a, à mon avis, 36, quelque chose comme ça. Pourquoi vous avez utilisé des vocabulaires difficiles? Alors ça, c'est subjectif, c'est-à-dire que toi, tu trouves que c'est difficile, peut-être qu'un autre lecteur trouvera que ce n'est pas si difficile. Ça dépend un petit peu des lecteurs. Et alors,
par ailleurs, je dirais que je me permets un vocabulaire assez difficile parce que je vous fais confiance. Je pense que quand vous lisez, vous êtes tout à fait capable de comprendre l'histoire. Et de temps en temps, effectivement, il y a un mot qu'on ne comprend pas. Moi, quand je lisais à ton âge, il y a des romans dans lesquels je trouvais des mots que je ne comprenais pas, mais ça ne m'empêchait pas d'apprécier l'histoire. Alors de temps en temps, quand ça m'embêtait vraiment de ne pas comprendre un mot, ben, je demandais la signification à mes parents, ou bien j'allais voir dans le dictionnaire. Parfois aussi, le contexte, c'est-à-dire ce qui est raconté autour du mot, me permettait de deviner son sens. Voilà, c'est vrai que en général, je ne fais pas trop attention à utiliser un vocabulaire qui serait sans difficulté. J'aime tellement la langue française que j'aime bien utiliser des mots qui sont parfois un petit peu difficiles. Mais encore une fois, je vous fais confiance. Ça t'a vraiment posé problème, toi, pour lire le livre? Un peu. Un peu, mais pas beaucoup. Tu as quand même bien compris l'histoire. Oui. Oui? Bon, bah, pour moi, c'est bien. Et si dans cette lecture, tu as appris quelques mots que tu ne connaissais pas, ben, c'est chouette aussi. Hein, c'est bien d'avoir un vocabulaire étendu dans la vie. Parce que les choses qu'on a envie de dire aux autres, elles ne sont pas toujours simples. Hein, parfois dans la vie, on a envie d'expliquer des choses qu'on ressent, des choses qu'on a observées. Et le fait d'avoir un vocabulaire un petit peu étendu, des mots qui sont parfois un petit peu compliqués, ça te permet de dire plus précisément ce que tu as envie de dire. Si tu as peu de mots de vocabulaire, ça va t'empêcher de dire les choses les plus compliquées que tu as envie d'exprimer. Donc c'est intéressant dans la vie même de tous les jours d'avoir un vocabulaire riche. C'est mon point de vue en tout cas. Bonjour. Ma question est, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Ben, tout simplement parce que c'est celui que j'avais le plus envie de faire. Alors bien sûr, je suis passé par des envies différentes. Hein. Je n'ai pas eu envie d'être écrivain et illustrateur à 5 ans. La plus ancienne idée que j'ai eue, enfin dont je me souvienne, c'est que je voulais étudier les animaux. Je voulais être zoologue, aller dans la savane africaine, observer les fauves, dans la forêt d'Amazonie, étudier les singes. Ensuite, ça a été pendant très longtemps la bande dessinée. Hein, à partir de 12-13 ans, je voulais devenir auteur de bande dessinée. J'ai eu la chance de pouvoir d'ailleurs apprendre ce métier auprès de dessinateurs professionnels qui avaient la gentillesse de me recevoir chez eux et de me donner des conseils sur mes dessins. Et puis ensuite, vers 17-18 ans, donc relativement tard dans ma vie, j'ai voulu devenir écrivain, romancier, et cette envie, elle est venue grâce à ma passion pour la lecture de romans. À ton âge, en fait, je lisais pas tellement de romans. J'aime bien le dire parce que peut-être que parmi vous tous, il y en a qui préfèrent lire des bandes dessinées au fait de lire des romans. Eh bien, c'était mon cas à votre âge. Et ma découverte des romans, ma passion pour le roman est venue assez tard dans ma vie, vers 16-17 ans. Et alors, assez vite, je me suis dit, voilà vraiment ce que j'ai envie de faire, écrire des romans. Parce que j'admirais énormément des auteurs comme Alexandre Dumas, qui a écrit Les Trois Mousquetaires, Stevenson, qui a écrit L'Île au Trésor, et bien d'autres romanciers. J'ai eu envie de faire comme eux. Et puis voilà, j'ai essayé d'écrire, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que j'avais de l'imagination, je me suis aussi rendu compte que j'étais loin d'être capable d'écrire un livre publiable, parce que je n'écrivais pas encore assez bien, parce que je n'arrivais pas à construire convenablement une histoire, donc il m'a fallu des années avant d'écrire mon premier roman qui est Björn le Morfir, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Mais en tout cas, l'envie de devenir écrivain, elle est venue vers 17-18 ans, et c'est la lecture qui m'a donné envie d'écrire. Bonjour, je m'appelle Sad. Est-ce difficile d'être écrivain? Ah, ce n'est pas facile. C'est sûr que d'écrire un bon roman, un roman bien construit, bien rédigé, passionnant à lire, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai mis des années à y parvenir, puisque mon premier roman, je l'ai écrit à 34-35 ans. Donc tu vois, j'ai fait plein de choses avant. Ce qu'il faut peut-être dire, et
sans doute que vous ne le savez pas, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir romancier. On peut aller à l'académie pour apprendre à peindre, à sculpter, à l'académie de musique pour apprendre à devenir musicien. Pour devenir romancier, il n'y a pas d'école dans les universités. Alors ça commence un tout petit peu en France, il y a 4 ou 5 cours maintenant, mais c'est tout nouveau. Dans nos pays francophones, il y a une idée selon laquelle devenir romancier, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On devient romancier comme ça. L'inspiration vous tombe dessus et vous travaillez comme ça sans avoir besoin de technique. C'est une idée assez idiote, je trouve. Pourquoi est-ce que le roman ne nécessiterait pas un apprentissage technique? Je trouve que ce n'est pas une idée très objective. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles devenir romancier n'est pas si simple. C'est parce qu'on doit apprendre tout seul. Et au fond, la première école d'écriture, c'est la lecture. On lit, on relit et on relit encore les bons auteurs. On essaye de voir comment un roman est fabriqué. On peut aussi lire des mauvais auteurs, enfin ceux que l'on juge soi-même comme pas très bons. Et alors on sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas du tout un métier facile. Et encore aujourd'hui, quand j'écris un roman, je ne le fais pas facilement. Il y a des moments où je doute, des moments où je dois recommencer. Il faut beaucoup se corriger, j'en ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'un texte est terminé, il faut beaucoup le relire, corriger, raccourcir, rendre les choses plus claires, etc., etc. Donc ce n'est pas un métier facile. Cela dit, je ne veux pas terminer sur une note négative. C'est surtout un métier passionnant. Hein, c'est un métier que moi, en tout cas, je prends énormément de plaisir à exercer. Il y a des auteurs qui vous disent qu'écrire, c'est vraiment quelque chose de difficile, de laborieux, qu'ils ne prennent aucun plaisir à écrire. Et au fond, ils écrivent plus pour avoir écrit que pour écrire. Moi, j'ai un grand plaisir à travailler, à écrire, mais c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Alia. Ma question, c'est: préférez-vous être appelé auteur ou écrivain? Écrivain, je préfère. Et ce que je préfère avant tout, même si ça enlève une partie de ce que je fais, le mot que je préfère, c'est romancier. Maintenant, je suis un romancier illustrateur. Auteur, c'est quelque part plus juste puisque ça prend en compte tous les aspects de mon métier, puisque je suis à la fois écrivain, romancier et illustrateur. Mais le mot que je préfère entendre, celui qui fait le plus de plaisir à mon oreille, c'est romancier. Bonjour, je m'appelle Sarah et ma question c'est: pourquoi les âmes des nains morts refusent-elles de les sortir du cimetière alors qu'il avait accepté de leur rendre l'or? Alors, je pense que pour eux, l'idée même qu'un nain puisse sortir après être entré dans le cimetière, c'est quelque chose qui ressemble à un sacrilège. Hein, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas accepter, concevoir. C'est contre la tradition, c'est tout à fait inadmissible. Et la seule qui va permettre le départ de Fulmire, c'est sa maman, hein, vous vous souvenez. Et probablement qu'après, d'ailleurs, quand il sera parti, elle va être fort critiquée par les autres morts. Mais je dirais que c'est vraiment une question de tradition. Il fait quelque chose qui n'est pas admis dans la tradition de son peuple. Bonjour, je m'appelle Fatéa. Envisagez-vous une suite, par exemple l'histoire de la vengeance du père de Gilles de Foix ou encore l'histoire de la recherche d'un autre cimetière de nains par Fulmire? A priori, non, je n'ai pas envisagé de suite. Maintenant, je ne peux jamais être sûr de rien. On me pose souvent cette question par rapport à ma série Björn le Morfir que j'ai terminée. Il y a 8 tomes, et dans mon esprit, c'est fini. Mais si une idée me vient et que je la trouve vraiment bonne, qu'elle excite mon imagination, il n'est pas du tout impossible que je poursuive l'une ou l'autre des histoires que je pensais terminer. Faut peut-être insister là-dessus. En ce qui me concerne, je ne peux absolument pas décider que je vais avoir une bonne idée demain matin de roman. Ça n'arrive jamais comme ça. Les bonnes idées de roman, elles tombent dessus à l'improviste. Ça peut être dans le train, ça peut être dans la rue, ça peut être à tout moment. On a des idées qui arrivent, bon, la plupart ne sont pas terribles, et puis de temps en temps, il y en a une bonne. Mais jamais je ne me suis mis devant mon ordinateur en me disant « aujourd'hui,
je vais avoir une bonne idée pour continuer l'histoire de Fulmire, par exemple. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas forcer son imagination. Les meilleures idées viennent à l'improviste. Et donc, si je continuais un jour Fulmire, eh bien, c'est parce qu'un jour, par exemple, en me promenant dans la forêt, j'aurai une super idée de suite de Fulmire. Et si vraiment elle est bonne, eh bien, je pourrais tout à fait l'utiliser. Mais je ne vais pas prendre aujourd'hui la décision de continuer Fulmire, puisque je ne peux absolument pas être sûr que j'aurai une idée suffisamment bonne pour poursuivre l'histoire. Bonjour, je m'appelle Sheina. Pourquoi est-ce sa mère Bilga qui le sauve et pas son père? Ah, ça, tu sais, ça aurait pu être l'inverse. Je pense que ce sont des caractères différents. Le père est plus attaché à la tradition et la mère, on pourrait parler d'instinct maternel, mais bon, c'est peut-être un petit peu stéréotypé. Ça aurait pu très bien être l'inverse. Il y en a un des deux qui est plus attaché à la tradition et l'autre qui fait passer son amour ici maternel avant la tradition. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une question qui est liée au caractère de chacun des deux personnages, à la personnalité de chacun des deux personnages. Il n'y a pas de raison objective, à mon avis. Je le répète, j'aurais pu faire l'inverse. Il y a Woluwe qui devait partir, mais qui avait encore des questions, qui demandait qu'est-ce qui a été le plus dur dans la rédaction de livres et qui est l'auteur qui vous a le plus inspiré. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans la rédaction d'un livre? En ce qui me concerne, voilà comment se passent les choses. Il y a une idée qui me vient, j'en ai parlé tout à l'heure, en général c'est à l'improviste, et même toujours, je ne peux pas la susciter. Ensuite, pendant quelques jours, je vais réfléchir à cette idée, je vais commencer à penser au personnage, à l'histoire. Généralement, pendant cette période, je ne prends aucune note. Ça se passe dans ma tête. Ensuite, si l'idée me plaît toujours, parce que souvent, après cette période, une idée ne me plaît pas suffisamment et j'abandonne. Mais si l'idée me plaît suffisamment, alors là, je suis déjà arrivé à avoir une histoire dans ma tête. Les personnages principaux sont déjà assez bien définis. Alors je vais écrire un résumé de 3 ou 4 pages que j'appelle synopsis. C'est à partir de ce résumé de 3 ou 4 pages que je vais écrire mon livre. Dans ce résumé, il y a les épisodes principaux de l'histoire qui s'enchaînent logiquement et jusqu'à la fin. Eh bien, la partie la plus difficile dans tout mon travail de romancier, c'est d'écrire ces 3 pages de résumé. Parce que ça, je dirais que c'est pas... Enfin oui, c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion. Il faut que tout fonctionne très bien sur le plan logique. C'est un texte qui n'est pas tellement enthousiasmant à écrire. C'est plus laborieux qu'autre chose. Et le plaisir, je vais vraiment le prendre en écrivant le texte proprement dit. Donc le moment difficile pour moi, le moment le moins amusant, c'est l'écriture de ce petit résumé de 3 ou 4 pages que je fais très généralement avant d'écrire un roman. Et ensuite, c'était le romancier qui m'a le plus, ou la romancière qui m'a le plus inspiré. Je dirais que c'est certainement Alexandre Dumas, l'auteur des 3 Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo. C'est un romancier que j'adore. Alors, il y a des romanciers que j'aime autant que lui, si pas plus, mais lui c'est celui qui m'a le plus appris, je dirais. C'est dans Alexandre Dumas que j'ai trouvé le plus d'enseignements techniques. C'est un peu lui qui m'a appris à écrire un roman d'aventure. J'ai pris beaucoup de leçons en lisant Alexandre Dumas. Donc voilà, je pense que c'est effectivement l'auteur qui m'a le plus inspiré. Je m'appelle Sarah et ma question c'est quel âge étiez-vous devenu romancier? Oui, j'avais répondu incidemment pendant que je répondais sur une autre question. Mon premier roman, Björn le Morfir, qui est ici, qu'on vous a déjà montré, je l'ai écrit à 34 ou 35 ans. Bien sûr, j'avais déjà écrit avant des nouvelles, des romans que je n'avais pas terminés. On s'entraîne avant d'être capable d'écrire un roman publiable. Il faut quand même beaucoup travailler, s'entraîner. Mais le premier roman qui a été publié, qui est sorti en librairie, c'est Björn le Morfir. Et j'avais 34 ans, je pense, oui. Ma question est, réalisez-vous vos propres livres après leur publication?
Je les relis, oui, mais pas pour mon plaisir. Si j'ai envie de prendre du plaisir de lecture, je vais lire d'autres livres que les miens. Alors pourquoi est-ce que je les relis? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est par politesse. Si je vais par exemple rencontrer des classes, mettons à Bordeaux, hein, pour discuter de mes livres, et que ces classes ont lu un livre que moi-même je n'ai plus lu depuis longtemps, un livre que j'ai écrit il y a 10 ans par exemple et que je n'ai plus relu, eh bien je vais le relire dans le train, ce livre, parce que si les enfants, si les élèves de la classe me posent des questions précises sur l'histoire et que je ne me souviens plus de l'histoire, des personnages, ben, je trouve que c'est pas très sympa par rapport à eux. Donc je vais relire mon livre avant d'aller devant une classe qui a travaillé sur ce livre. L'autre raison pour laquelle je peux relire un livre, c'est pour le corriger. Par exemple, les aventures de Björn le Morfir, c'est vraiment ma série principale. À un moment donné, on les a publiés en livre de poche. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un livre de poche. Il y a d'abord une édition qui est un petit peu plus chère. Souvent, le format est plus grand. Et puis, on va faire un livre plus petit, dans un papier un peu moins cher et qui va coûter surtout moins cher. Eh bien, toute la série Björn le Morfir a été publiée en livre de poche. À la faveur de cette réédition, j'ai demandé à mon éditeur si je pouvais tout relire pour corriger. Et il y avait les parties un peu longues, j'ai raccourci, il y avait des erreurs. Tu sais, on peut faire des erreurs quand on écrit un livre, et même quand on le publie, il peut rester des erreurs de chronologie, de date. Tu peux te tromper sur un prénom d'un personnage secondaire, etc. Donc tout ça, ça vaut la peine de corriger. Et donc, pour rééditer un livre et le corriger, eh bien, il m'est arrivé évidemment de relire. Mais donc, ce sont toujours des raisons indépendantes de mon plaisir de lecteur, parce que en tant que lecteur, je ne prends pas énormément de plaisir à lire mes livres. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Nicole. Je voulais vous poser la question, quel conseil vous donnez à un futur écrivain? Alors, je dirais de beaucoup lire et relire. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la lecture, on trouve beaucoup d'enseignements sur le métier d'écrivain. Donc, quand on relit, eh bien, on peut faire attention à la manière dont un livre est fabriqué et on peut tirer des leçons de ses lectures. Ensuite, je dirais de commencer peut-être par des textes courts. Ne pas vous lancer tout de suite dans un roman qui est un travail qui peut durer longtemps et ça peut être décourageant. Je vois beaucoup de jeunes qui se lancent dans un roman et qui n'arrivent jamais à terminer. Je pense que c'est plus intéressant, plus satisfaisant d'écrire des textes courts que l'on termine. C'est sûrement plus intelligent de faire ça au début. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? De s'intéresser à tout, d'être curieux de tout, parce que l'imagination a besoin d'être nourrie. Et ce que nous vivons tous les jours peut être intéressant, hein. Tous les auteurs, même ceux qui écrivent des livres comme moi, d'heroic fantasy, des livres qui sont très éloignés de leur propre vie, ils s'inspirent de choses qu'ils ont vécues, de gens qu'ils ont connus, etc. Mais enfin, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'au plus on s'intéresse à tout, hein, au plus on aura une imagination riche et on sera capable d'écrire des histoires intéressantes. Et alors, dernier conseil, je commencerai peut-être mon histoire en utilisant un petit schéma très très simple, un petit schéma narratif très très simple, avoir un personnage ou plusieurs personnages qui ont un objectif très clair dès le départ dans l'histoire. Un objectif très clair. Ça peut être retrouver un papa qui a disparu, par exemple. Ensuite, mettre beaucoup d'obstacles sur le chemin de ce protagoniste, de ce héros ou de cette héroïne. Parce que si dans une histoire, tout se passe facilement. Je dis souvent d'ailleurs dans les classes pour rigoler, si vous racontez l'histoire d'une jeune fille à qui tout réussit, qui est très jolie, qui a un petit ami adorable, des parents adorables, un poisson rouge adorable, on va s'embêter.
il faut mettre des problèmes sur le chemin de vos héros, il faut les faire souffrir, c'est triste à dire, mais c'est comme ça qu'une bonne histoire fonctionne. Et donc, des obstacles, des problèmes, c'est vraiment essentiel pour qu'une histoire soit passionnante, et ça permet d'ailleurs que le lecteur s'identifie à un personnage. Si la vie est trop facile pour le personnage principal, on va avoir du mal à s'identifier à lui. Au plus on va lui mettre des bâtons dans les roues, au mieux ce sera. Donc voilà, un protagoniste, un héros ou une héroïne, qui a un objectif très clair, qui est difficile à atteindre et mettre plein d'obstacles sur son chemin. Si vous utilisez ce petit schéma, eh bien non seulement ça rend l'histoire plus agréable à lire, mais en plus, et ça c'est très important à dire, ça rend le travail de l'écrivain plus facile aussi. Quand vous appliquez ce petit schéma, l'inspiration vient beaucoup plus facilement. Donc voilà un conseil que je donnerais pour commencer, parce que ce n'est pas la seule façon de raconter une histoire, mais en tout cas pour débuter, appliquer ce petit schéma très simple, c'est une très bonne idée. Bonjour monsieur, je m'appelle Samy et je voulais savoir que veut passer cette histoire comme message. Oui, la question du message, c'est une question qu'on pose souvent aux écrivains. En général, si tu veux, moi, je n'écris pas pour faire passer un message, mais ça n'empêche qu'il y a des idées dans mes livres et qu'il y a effectivement des messages. Alors, dans Fulmire, si j'étais dans la classe, ici c'est plus difficile de discuter vraiment, mais si j'étais dans la classe, je vous poserais des questions sur l'idée que vous avez vous-même par rapport au message de cette histoire. Bon, il me semble ici que une chose très évidente, c'est le fait que Fulmire est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui pourrait être égoïste et ne poursuivre que son but à lui. Et puis, il a d'ailleurs un peu envie de le faire, mais bon, il est généreux en fait. Il est généreux, fondamentalement généreux, et il ne peut pas s'empêcher, quelque part, d'aider les autres. Il y a dans le cinéma américain un acteur qui a souvent joué ce genre de rôle. C'est un des plus grands acteurs américains, vous ne le connaissez sûrement pas parce qu'il est mort il y a bien longtemps, il s'appelait Humphrey Bogart. Et souvent les rôles d'Humphrey Bogart, c'était des personnages qui étaient très égoïstes au départ, qui ne voulaient aider personne, et puis qui, à un moment donné, eh bien, parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a une forme de bonté, de générosité, et bien presque malgré eux, ils finissaient par aider les gens et par se révéler bien plus sympathiques qu'on ne le pensait. C'est un peu ce qui se passe avec Fulmire. Je pense qu'il y a ce thème de la générosité, le fait d'aider son prochain. C'est la manière la plus simple de le dire. Maintenant, dans un livre, il y a toujours plusieurs thèmes. Il n'y a pas qu'un seul thème. Il y a celui-là, il y en a certainement d'autres. Mais bon, j'aurais été intéressé de savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Mais évidemment, ce type de rencontre vidéo, c'est plus difficile d'avoir des échanges. Mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez tous par rapport à un éventuel message du voyage de Fulmire. Bonjour, je m'appelle Ahmed et je ne comprends pas pourquoi dans le résumé il dit que Fulmire va mourir alors qu'il ne meurt pas. Alors, le résumé, où est-ce qu'il est Fulmire? Il est là. D'abord, tu dois savoir que le résumé, généralement, le résumé qui est derrière le livre, c'est ça dont tu parles. En général, ce n'est pas l'auteur lui-même qui l'écrit. Donc, ce n'est pas moi qui l'écris. Alors, je le lis. Il me semble qu'on ne dit pas ça dans le résumé. Tu vois, la dernière phrase, c'est « Il sait que, selon la tradition, il doit cheminer seul et l'âme légère, mais tout se ligue pour l'empêcher de mourir tranquille. » Donc voilà, il me semble que la dernière phrase ne dit pas qu'il va mourir. Ça explique qu'il va vers la mort, mais il n'est pas dit qu'il meurt effectivement. Voilà, je serais toi, je relirais ce résumé. Il ne me semble pas qu'il dise cela. Et en tout cas, ça rejoint une question d'une classe qui n'est pas là, de Henriette Dashbeek, qui dit « Pourquoi Fulmire veut-il mourir ?» Et ça les perturbe, je pense, tous, parce qu'il y a la classe de M. Jortet qui dit « Pourquoi les nains doivent-ils aller dans un cimetière spécial ?» Oui, ben ça, c'est l'une des idées fondamentales de l'histoire qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, me vient
du cimetière des éléphants dans ce premier film de Tarzan. Voilà, c'est l'idée que quand la vie est terminée, eh bien, une créature, dans Tarzan c'était un éléphant, ici c'est un nain, sent qu'il est temps pour lui de quitter ce monde et va rejoindre le cimetière de son peuple. Alors ça peut sembler perturbant, moi je trouve ça plutôt une vision apaisante de la mort. On accomplit une sorte de rituel, un voyage, un dernier voyage vers une mort qui en plus est une mort assez douce. Hein, bon, Fulmire ne meurt pas finalement, mais enfin on a quand même un début de mort. Il se couche dans ce cercueil de pierre et il se laisse lentement mourir. Ça n'a pas l'air d'être une mort difficile, ou en tout cas qui fait mal physiquement. Ça a l'air de quelque chose d'assez serein. Donc moi, je ne trouve pas que c'est une vision de la mort qui soit négative. Bon, maintenant, ça fait partie de l'histoire. C'est comme ça. Dans cette histoire, les nains meurent de cette façon-là. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Dans quel pays ou quel monde se passe cette histoire? Alors, on est au Moyen-Âge, ça c'est clair, hein, vous voyez des chevaliers, des épées, etc. Maintenant, c'est un pays imaginaire. C'est un pays que j'ai inventé. J'ai même dessiné la carte, hein, que vous voyez dans le livre et que j'ai apporté ici, le dessin original de la carte. Pour un écrivain d'aventure, c'est un grand plaisir de dessiner une carte, de dessiner l'univers dans lequel l'histoire va se passer, mais c'est un univers inventé. À partir du moment où il y a des nains, où il y a ce cimetière des nains, bon, je trouve que c'est plus intéressant peut-être de placer l'histoire dans un univers qui est complètement imaginaire. Quand je dessine une carte, d'ailleurs, c'est un moment important pour moi. Alors ici, c'est la carte, celle que je vous ai montrée là, c'est la carte définitive, mais j'avais aussi un brouillon de carte. Pendant que je dessine la carte, avant de commencer à écrire, ça me fait déjà penser à l'histoire. Il y a même des idées de scènes, des idées d'épisodes qui me viennent grâce à la carte. Hein, je me dis, tiens, ils sont arrivés là, il pourrait se passer ça. Et c'est en regardant la carte que je vais imaginer une poursuite, par exemple, que je vais imaginer que mes personnages traversent un fleuve, puisque le fleuve est là devant mes yeux sur la carte que j'ai dessinée. Donc voilà, c'est un Moyen-Âge imaginaire, et j'ai écrit beaucoup de livres qui se passent dans un Moyen-Âge imaginaire, toutes les aventures de Björn le Morfir, ce roman Ramulf dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Fulmire. Alors dans le cas de Björn le Morfir et de Ramulf, c'est le même univers imaginaire. Fulmire, c'est un univers à part. Mais on est dans l'imaginaire. Beaucoup de romanciers ont fait ça. Peut-être que le plus célèbre romancier d'heroic fantasy. Hein. L'heroic fantasy, c'est un mot que je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin, ce sont des histoires qui se passent justement dans un Moyen-Âge imaginaire, avec de la magie, des créatures fantastiques. Mais le plus célèbre de tous, c'est Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Il a passé sa vie à créer un univers compliqué avec des langues, des peuples, des coutumes, etc. Et aussi une géographie. Il passait son temps à faire des cartes qui l'inspiraient dans ses romans, qui l'inspiraient pour écrire véritablement. Alors si ça vous dit les enfants, on va clôturer avec Thomas qui vous fait un dessin. Levez les bras si vous êtes chaud. Super. Ils sont chauds alors? Ils sont chauds, boulettes. Eh bien voilà, comme on est dans un univers fantastique, je vais vous faire la tête d'un dragon. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà un petit dragon. Enfin petit, il n'est sans doute pas petit. Pour ceux qui sont encore à l'écoute, au revoir et merci pour toutes ces bonnes questions. Salut tout le monde.